Franck Viscuso, bonjour. Vous êtes formateur et coach en intelligence relationnelle. Vous avez commencé votre carrière dans le commerce international avant de fonder votre propre organisme, Franck Viscuso Training. Et aujourd'hui, vous dédiez votre temps à l'accompagnement de managers, de dirigeants et d'équipes afin de les aider à développer l'intelligence relationnelle dans la sphère professionnelle. Alors, comment on en vient à faire de l'intelligence relationnelle son cheval de bataille ? Alors bonjour Mathilde, effectivement, comment on en vient à l'intelligence relationnelle ? En fait, moi, depuis mon plus jeune âge, eh bien, je suis passionné par la relation humaine, qui est d'ailleurs une composante majeure de notre vie, car à moins de vivre isolé dans une grotte, eh bien, nous sommes tous chaque jour en relation avec les autres, que ce soit au travail ou dans notre vie privée. Et donc très jeune, j'ai observé et j'ai compris, je pense, que les personnes qui entretenaient de bonnes relations avec les autres étaient sensiblement plus heureuses que celles qui entretenaient des relations plutôt tendues ou dégradées. Et donc j'ai vraiment acquis cette conviction très tôt que la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Et moi, je rêvais de vivre justement dans un monde où les relations seraient plus joyeuses, plus apaisées et aussi plus constructives. Et donc, j'ai créé en 2007 mon activité, donc Franck Viscuso Training, qui est un organisme de formation, et donc dont la vocation est de transmettre au plus grand nombre de personnes les clés pour instaurer des relations de travail à la fois harmonieuses et efficientes. Et donc, au quotidien, j'aide les managers et collaborateurs à développer leur intelligence relationnelle. Dans une autre vie, vous avez été 3 fois champion de France de water polo. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Est-ce que vous diriez que le water polo vous a permis de canaliser vos émotions ? Oui, alors effectivement, ça remonte à loin maintenant, c'était dans ma jeunesse, à l'adolescence. Mais effectivement, ça a été une expérience très riche parce que ça a duré déjà plusieurs années. Et c'était une expérience donc collective, parce que le water polo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme du handball, mais dans l'eau. Et ce qui m'a permis de gérer les émotions, ça a été notamment la préparation mentale, la visualisation qu'on pratique beaucoup, toutes les techniques de relaxation, sophrologie, et l'objectif, c'était effectivement d'être le meilleur, tout simplement. Quand on est dans un sport de compétition, comme ça, comme le water polo, mais comme pratiquement tous les sports en fait, dès qu'il y a une compétition, on est dans un esprit de compétition, c'est-à-dire qu'on veut être le numéro 1. On se conditionne à être dans l'excellence. Alors depuis, moi, j'en suis un peu revenu de cet esprit de compétition. Et aujourd'hui, je préfère de me fixer comme objectif de donner le meilleur de moi-même plutôt que d'être le numéro 1 ou d'être meilleur qu'eux. J'essaie de retirer le côté comparaison. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on se compare aux autres, pour moi, il y a une dimension fatalement qu'on ne maîtrise pas, parce que la performance de l'autre, on la maîtrise pas. En revanche, la sienne et sa propre performance, sa propre attitude, on la maîtrise. Donc, je préfère me dire de donner le meilleur de moi-même. Voilà, c'est ce que j'en ai retiré comme conclusion après plusieurs années. Et donc, de cette expérience des sports d'équipe, vous avez dû en tirer, j'imagine, des enseignements, probablement tout ce qui tourne autour des comportements à ajuster pour mieux composer avec l'autre. Si vous aviez, par exemple, 5 leçons à nous apprendre que vous avez apprises à travers le sport. Alors, 5 leçons comme ça à travers le sport. Alors, dans un sport collectif comme l'est le water polo, et le parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise, alors le premier déjà que je vois, c'est d'avoir une vision et un objectif commun. Ça, c'est vraiment un parallèle qu'on fait aussi en entreprise. Moi, lorsque j'interviens auprès des équipes dans les entreprises, une des choses sur lesquelles je travaille avec eux, c'est la définition d'une vision claire, commune, et même au-delà de ça, d'une raison d'être dans l'entreprise. Pourquoi on est là ? Quelle est la raison d'être de l'entreprise ? Et tout ça, ça permet de donner du sens à l'action et d'avoir une motivation, d'être inspiré. Et tous les grands leaders ont ça, comme Martin Luther King, Gandhi, etc. Ils avaient tous une vision du monde à proposer, une vision inspirante. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est l'importance de définir le rôle de chacun, de savoir où est sa place. Dans le sport, c'est facile, on a chacun un poste qui est assigné, donc on sait exactement ce qu'on a à faire. Dans l'entreprise,
c'est pas toujours aussi clair que ça. Même si on a une fonction, un titre, derrière, est-ce que la définition du rôle, le périmètre, est-il toujours très clair? C'est pas sûr. Et parfois, ça ne l'est pas, ce qui peut occasionner des frictions, des conflits, des malentendus. Donc, je pense que c'est important de savoir, d'être au clair sur son rôle, en fait, hein. Ensuite, ce qui est fondamental dans une équipe également, ce qui me paraît très important, c'est la qualité de la relation avec les autres, hein. Et de prendre en compte à la fois nos propres besoins, mais aussi les besoins des autres, et donc qu'il y ait des échanges qui puissent se faire, parce qu'il y a forcément des moments de tension, des moments voilà, où il y a un peu plus de stress, un peu plus de pression, et donc il y a plus de friction aussi. Et dans ces moments-là, c'est important de pouvoir s'exprimer sans s'agresser. Or ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend après. Mmh. Et souvent, lorsqu'on est en conflit, on a assez souvent tendance à considérer que c'est l'autre le responsable, en fait, hein, et donc à s'accuser, à se juger, ce qui va alimenter le conflit au lieu de le résoudre. Donc là, ça me paraît essentiel voilà, de veiller à la qualité de la relation en s'exprimant sans s'agresser mutuellement. Un autre élément, c'est la clarté aussi de la communication, cette fois au niveau plutôt du contenu, de l'information qu'on va communiquer. Bah voilà, c'est d'avoir une communication la plus claire possible, un vocabulaire ou un jargon compris par tous, et donc pareil pour éviter les malentendus. Autre élément qui est fondamental aussi, que je vois aussi chez certains de mes clients, c'est que parfois je vois des personnes très compétentes, mais qui ne sont pas au bon endroit. Et le problème, c'est que ces personnes-là souffrent parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, j'allais dire, exprimer leur plein potentiel, parce qu'on leur demande des choses pour lesquelles elles ne sont pas forcément douées, et leurs talents ne sont pas exploités. Donc une des stratégies, je dirais, fondamentales aussi, c'est de pouvoir connaître les talents naturels de ses collaborateurs, sachant qu'on a tous au moins un talent naturel. Mmh. Et l'idée, c'est de l'identifier déjà, parce que pour certaines personnes, c'est pas toujours identifié. Et ensuite, de voir dans quelle mesure on peut utiliser ce talent dans l'entreprise. Et puis après, alors je ne sais plus à combien on en est, vous m'en avez demandé 5, mais je crois que j'en ai déjà donné 5. Mais un autre élément qui me paraît essentiel dans une équipe, c'est la solidarité. Effectivement, c'est d'être la cohésion entre les personnes et de bien avoir conscience qu'on travaille pour un but commun, une entreprise commune, et d'avoir le sentiment d'être dans un groupe, en fait, et pas d'être des individus isolés les uns les autres. Voilà. Et puis, le dernier élément qui me vient en tête, qui me paraît fondamental, c'est le développement des compétences. Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une société qui avance très vite. Et se dire que voilà, j'ai fini mes études et que ça y est, je sais tout, et je peux m'arrêter d'apprendre, c'est à mon sens un gros piège et une grosse erreur. Et donc voilà, ça me paraît très important que chacun puisse continuer à développer ses compétences, à la fois ses compétences techniques dans son univers, dans son métier, mais aussi, et ça c'est plutôt mon expertise, les compétences relationnelles en fait. Justement, vous avez fait le parallèle avec la vie en entreprise. Donc, en fait, au-delà du sport, comment vous avez travaillé votre intelligence relationnelle? Est-ce que vous avez appris au travers d'expériences enrichissantes, heureuses ou douloureuses? Quels ont été les moyens pour vous de travailler cette intelligence-là? Alors, c'était les deux, hein, douloureuse et heureuse, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais. Alors moi, dans la petite histoire, quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, j'étais plutôt un grand timide. Et si je devais m'exprimer devant 2-3 personnes, j'étais rouge comme une tomate. Et mais j'avais en même temps la motivation et l'envie de m'exprimer aussi devant les gens, de partager. Et pour vaincre cette timidité que j'avais, cette peur, eh bien, je me suis lancé à l'époque dans une carrière commerciale. Et je me suis dit c'était un excellent moyen d'affronter ma timidité, ma peur. Et effectivement, ça a été une expérience à la fois très douloureuse au début, hein, parce que j'ai essuyé pas mal d'échecs au début lorsqu'on démarre, qu'on ne connaît rien à la vente en plus. Mais ça a été extrêmement formateur, ça m'a contraint à me dépasser et puis finalement à m'apercevoir que j'allais pas être mangé. Et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre davantage confiance en moi et à apprécier d'être davantage en relation, de m'ouvrir aux autres. Et voilà. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin et être moi-même formateur dans le domaine relationnel. Et donc, je me suis formé beaucoup à plusieurs approches comme la PNL, la communication non violente,
la process communication, etc., et bien d'autres. Et donc j'ai créé donc ma structure en 2007. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à faire des conférences depuis 2011 maintenant. Alors pour répondre à votre question, c'était comment travailler son intelligence relationnelle. Mmh. Oui, bah donc ça a été à travers tout ça, les formations, les lectures, l'expérience. Et puis je dirais d'une manière très simple aussi pour tout le monde, c'est de profiter des interactions quotidiennes. En fait, si on observe les interactions qu'on a avec les personnes qui nous entourent, on peut vraiment apprendre énormément. Mais pour ça, il faut déjà se poser la question, est-ce que j'ai envie d'apprendre de ces interactions? Et puis, je pense aussi avoir envie de se remettre en question. Ça, c'est la plus grande difficulté. C'est est-ce que j'ai envie de me remettre en question ou pas? Ou est-ce que je préfère considérer que j'ai raison? Et je crois qu'il y avait une phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais qui disait « La plupart des gens préfèrent avoir raison que d'être heureux ». Et je crois que dans les relations, il faut choisir son combat, en fait. Est-ce que je veux avoir raison à tout prix, quitte à dégrader la relation, ou est-ce que je veux mettre en priorité la qualité de la relation, quitte à dire Mmh. que, bah oui, de temps en temps, j'ai tort, de temps en temps, je fais des erreurs, et donc à mettre son ego de côté, quoi. Et oui, cette qualité des relations a tout à fait sa place, aussi dans le monde de l'entreprise et concerne pas uniquement la sphère, privée. On entend de plus en plus parler de la nécessité de développer l'intelligence relationnelle dans la sphère professionnelle. Les attentes évoluent, notamment avec l'arrivée des nouvelles générations, en fait, dans l'entreprise, la Mhm. génération Y et suivantes. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce retour de l'intelligence relationnelle, ce retour des émotions dans les organisations? Oui, alors quand on parle de retour, ça présuppose que ça a déjà été là. Et je suis pas certain qu'il y ait eu une intelligence relationnelle extrêmement forte dans les entreprises Eh oui. par le passé. Je dirais peut-être même plutôt le contraire. En revanche, ce que j'observe, moi, lorsque j'interviens chez mes clients, c'est que notamment dans les nouvelles générations, mais aussi chez les plus anciens maintenant, j'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins et que même si on observe encore beaucoup de stress avec une pression très forte du résultat dans beaucoup d'entreprises, je j'ai l'impression que beaucoup de salariés et même de managers sont un peu au bout de ça. Et je sais pas, hein, ce que donnera l'avenir, mais je pense qu'on est à la fin d'un cycle Mmh. et que si on continue comme ça à mettre toujours plus de pression, à un moment donné, il va y avoir un craquage. Et ça peut être un craquage collectif. Et si on arrive sur un craquage collectif, bah ça mènera nécessairement à une révolution, Mmh. c'est-à-dire il faudra faire table rase du passé, puis revoir la copie, revoir notre copie et peut-être envisager une façon de travailler totalement différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans les nouvelles générations, les générations X, Y, Z, etc. Alors, je suis pas un expert du sujet, mais je les vois quand même, je les côtoie, Ouais. et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les nouvelles générations, encore plus que les anciennes, ont une aspiration plus forte à un équilibre plus important, plus sain entre la vie professionnelle et la vie privée. Et, euh, et à ce titre, je pense qu'il va y avoir une évolution dans la façon de travailler, effectivement. Et donc l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, et donc ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, Mmh. euh, tout ça va amener, je pense, à une nouvelle définition du travail dans les années à venir. Et je pense que euh, c'est déjà en route, en fait, hein. D'accord. Voilà, donc oui, j'ai l'impression que les gens aspirent aussi à plus de respect, plus d'authenticité dans les relations. Et voilà, et à mon sens, c'est important de privilégier aussi cet aspect relationnel et pas que les compétences techniques et que les Mmh. résultats, etc. L'être humain est un être émotionnel avant d'être un être rationnel. Et donc la qualité des relations humaines est essentielle. Donc un peu de respect, de bienveillance. Alors je sais que bienveillance, c'est un mot un peu très, très utilisé en ce moment, Presque euh, galvaudé. presque Mmh. galvaudé et parfois mal utilisé. Et je pense qu'il y a une vision peut-être trop angélique des fois, c'est pour ça qu'il est souvent critiqué. Mais la bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir, étymologiquement, c'est benevolentia, c'est vouloir le bien en fait, hein. C'est simplement être bien intentionné vis-à-vis de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'il veut et se soumettre. C'est pas ça, c'est avoir simplement une bonne disposition d'esprit à l'égard de l'autre. Mais ça commence déjà par avoir une bonne disposition d'esprit à l'égard de soi. Et ce qui me paraît fondamental pour avoir une bonne qualité relationnelle dans l'entreprise et dans toutes les relations d'ailleurs, c'est d'être bienveillant, mais déjà envers soi-même et de se respecter déjà soi-même pour pouvoir l'être aussi avec les autres. Merci Franck Viscuso d'avoir répondu à nos questions Merci à vous Mathilde, et à bientôt. à très bientôt.